tu vas te battre. Quittant l'atelier, le bureau, le chantier, l'usine. Quittant paysan, la charrue, soc en l'air dans le sillon. La moisson sur pied, les grappes sur les ceps. Et les bœufs vers toi beuglant du fond du pré. Employés quittant les madames, leurs gants, leurs flacons, leurs jupons, leurs insolences, leurs belles façons, quittant ton charmant sourire. Mineur, quittant la mine, où tu craches tes poumons en noire salive. Verrier, quittant la fournaise, qui guettait tes yeux fous. Et toi, soldat, quittant la caserne, soldat, et la cour bête où l'on paresse, et la vie bête, où l'on apprend à bien oublier son métier, quittant la rue des bastringues, la cantine et les fillasses. Tu vas te battre. Tu vas te battre. Tu quittes ta livrée, tu quittes ta misère, tu quittes l'outil complice du maître. Tu vas te battre contre ce beau-fils, ton bourgeois, qui vient te voir dans ton terrier, garçon de charrue, métayer, et qui te donne des conseils en faisant à son rejeton un petit cours de charité. Contre le monsieur et la dame qui payaient ton charmant sourire de vendeur à 100 francs par mois, en payant les robes soldées qu'on fabrique dans les mansardes. Contre l'actionnaire de mine et contre le patron verrier. Contre le jeune homme en smoking, né pour insulter les garçons des cabinets particuliers et se saouler avec tes filles. En buvant ton vin, vigneron, dans ton verre, ouvrier, verrier. Contre ceux qui, dans leur caserne, te dressèrent à protéger leur peau et leur propriété des maigres ombres de révolte que dans la mine ou l'atelier ou le chantier auraient tenté tes frères ouvriers. Pauvre, tu vas te battre contre les riches, contre les maîtres, contre ceux qui mangent ta part, contre ceux qui mangent ta vie, contre les bien nourris qui mangent la part et la vie de tes fils, contre ceux qui ont des autos, et des larbins et des châteaux, des autos de leur boue éclaboussant ta blouse, des châteaux qu'à travers leurs grilles tu admires, des larbins ricanant devant ton bourgeron. Tu vas te battre? Tu vas te battre pour ton pain, pour ta pensée et pour ton cœur, pour tes petits, pour leur maman, contre ceux qui t'ont dépouillé, et contre ceux qui t'ont raillé, et contre ceux qui t'ont souillé de leur pitié, de leur injure. Ah, pauvre courbé, pauvre déchu, pauvre insurgé, tu vas te battre contre ceux qui t'ont fait une âme de misère. Ce cœur de résigné, ce cœur de vaincu. Pauvre, paysan, ouvrier, avec ceux qui t'ont fait une âme de misère, avec le riche, avec le maître, avec ceux qui, t'ayant fusillé dans tes greffes, t'ont rationné ton salaire. Pour ceux qui t'ont construit autour de leurs usines, des temples et des assommoirs, et qui ont fait pleurer devant le buffet vide ta femme et vos petits sans faim. Pour ceux qui t'ont fait une âme de misère, restent seuls à vivre de toi, et pour que leur grand cœur ne soit point assombri par les larmes de leur patrie, pour te bien enivrer de l'oubli de toi-même, pauvre, paysan, ouvrier, avec le riche, avec le maître, contre les dépouillés, contre les asservis, contre ton frère, contre toi-même. Tu vas te battre, tu vas te battre. Va donc. Dans vos congrès, vous vous serriez les mains, camarades. Un seul sang coulé dans un seul corps. Berlin, Londres, Paris, Vienne, Moscou, Bruxelles, vous étiez là. Le peuple entier des travailleurs était là. Le vieux monde oppresseur et barbare,
sentant déjà sur soi peser vos mains unies, frémissait. Entendant obscurément monter sous ces iniquités et sous ces tyrannies les voix de la justice et de la liberté. Hier, constructeurs de cités, âmes libres et fiers, cœur franc, vous étiez là, frères d'armes, debout et confondus devant un ennemi commun, hier. Et aujourd'hui, aujourd'hui comme hier, Berlin, Londres, Paris, Vienne, Moscou, Bruxelles, vous êtes là, le peuple entier des travailleurs est là. Il est bien là, le peuple des esclaves, le peuple des hableurs, des frères parjures. Ces mains que tu serrais, elles tiennent bien des fusils, des lances, des sabres. Elles manœuvrent des canons, des obusiers, des mitrailleuses contre toi. Et toi, toi aussi, tu as des mitrailleuses. Toi aussi, tu as un bon fusil contre ton frère. Travaille, travailleur, fondeur du Creusot. Devant toi, il y a un fondeur des Seines. Tue-le! Mineur de Saxe, devant toi, il y a un mineur de Lens. Tue-le! Docker du Havre, devant toi, il y a un docker de Brême. Tue-le, tuez-vous! Travaille, travailleur. Oh, regarde tes mains, ô pauvre ouvrier paysan. Regarde tes lourdes mains noires, de tous tes yeux usés, rougis. Regarde tes filles, leurs joues blêmes. Regarde tes fils, leurs bras maigres. Regarde leurs cœurs avilis. Et ta vieille compagne. Regarde son visage, celui de vos 20 ans, et son corps misérable, et son âme flétrie, et ceci encore devant toi. Regarde la fosse commune, tes compagnons, tes pères et mères, et maintenant, va te battre. Usés à 15 ans, ils finissaient en vieillissant. Les 12 mois s'appelaient décembre. Quelle vie ont eu nos grands-parents entre l'absinthe et les grands-messes. Ils étaient vieux avant que naître. 15 heures par jour, le corps en laisse au visage un teint de cendre. Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? On ne peut pas dire qu'ils furent esclaves, de là à dire qu'ils ont vécu, lorsque l'on part aussi vaincu. C'est dur de sortir de l'enclave, et pourtant l'espoir fleurissait dans les rêves qui montaient au
quels que ceux qui refusaient de ramper jusqu'à la vieillesse. Oui, notre bon maître, oui, notre monsieur, pourquoi ont-ils adieu Joël? Pourquoi ont-ils adieu Joël? Si par malheur il survivait, c'était pour partir à la guerre, c'était pour finir à la guerre, aux ordres de quelques sabreurs qui exigeaient du bout de l'air qu'ils aillent ouvrir au champ d'horreur leurs 20 ans qui n'avaient pu être, et ils mouraient à pleine peur, tout miséreux, oui, notre bon maître, couvert de prêle, oui, notre monsieur. Demandez-vous, belle jeunesse, le temps de l'ombre d'un souvenir, le temps du souffle d'un soupir. Pourquoi ont-ils tué Joël? Pourquoi ont-ils tué Joël? Adieu toutes les femmes, c'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Pharaon sur le plateau qu'on doit laisser sa peau, car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. J'ai peur, oui, j'ai peur, et je me demande en quoi cette explication peut vous paraître insuffisante. Si on m'invitait à monter dans un train destiné à une catastrophe, dans un train dont le déraillement serait marqué à l'indicateur, je refuserais. Je ne vois pas dans la guerre autre chose qu'une catastrophe. Je refuserais. Et personne ne me traiterait de lâche. Même s'il vous est agréable de me traiter de lâche, allez-y, allez-y, ne vous gênez pas. Si c'est cela que vous entendez par être lâche, j'accepte le mot comme un hommage. Je tiens dans cette époque la lâcheté militaire pour une vertu. C'est la plus belle vertu de l'époque, la plus rare. J'entends l'aveu de cette lâcheté, car s'il suffisait d'être lâche pour être méritant, quelle belle époque serait la nôtre.
Je ne peux pas oublier la guerre. Je le voudrais. Je passe des fois 2 jours ou 3 sans y penser. Et brusquement, je la revois. Je la sens, je l'entends, je la subis encore. Et j'ai peur. Ce soir est la fin d'un beau mois de juillet. La plaine sous moi est devenue toute rousse. On va couper les blés. L'air, le ciel, la terre sont immobiles et calmes. 20 ans ont passé. Et depuis 20 ans, malgré la vie, les douleurs et les bonheurs, je ne me suis pas lavé de la guerre. L'horreur de ces 4 ans est toujours en moi. Je porte la marque. Tous les survivants portent la marque. J'étais soldat de 2e classe dans l'infanterie pendant 4 ans. Dans des régiments de montagnards avec MV, qui était mon capitaine. Nous sommes à peu près les 2 seuls survivants de la 6e compagnie. Nous avons fait les Épargnes, Verdot, Vaux, Noyon-Saint-Quentin, le chemin des Dames, l'attaque de Pinon, Chevrillon, le Kermet. La 6e compagnie a été remplie 100 fois et 100 fois d'hommes. La 6e compagnie était un petit récipient de la 27e division, comme un boisseau à blé. Quand le boisseau était vide d'hommes, enfin, quand il n'en restait plus que quelques-uns au fond, comme des grains collés dans les rainures, on le remplissait de nouveau avec des hommes frais. On a ainsi rempli la 6e compagnie, 100 fois et 100 fois d'hommes. Et 100 fois on est allé la vider sous la meule. Nous sommes de tout ça les derniers survivants. Et moi, j'aimerais qu'il lise Céline. Il doit faire comme moi le soir. Essayer d'oublier. Il doit s'asseoir au bord de sa terrasse. Il doit regarder le fleuve gras et vert qui coule en se balançant dans des bosquets de peupliers. Mais tous les 2 ou 3 jours, il doit subir comme moi, comme tous. Et nous subirons jusqu'à la fin. Adieu l'amour, adieu toutes les craintes. C'est l'infini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est un trahomme sur le plateau qu'on va laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. Ce qui me dégoûte dans la guerre, c'est son imbécilité. J'aime la vie. Je n'aime même que la vie. C'est beaucoup. Mais je comprends qu'on la sacrifie à une cause juste et belle. J'ai soigné des maladies contagieuses et mortelles, sans jamais ménager mon don total. À la guerre, j'ai peur. J'ai toujours peur. Je tremble. Je fais dans ma culotte. Parce que c'est bête. Parce que c'est inutile. Inutile pour moi. Inutile pour le camarade qui est avec moi sur la ligne de tirailleurs. Inutile pour le camarade en face. Inutile pour le camarade qui est à côté du camarade en face, dans la ligne de tirailleurs et qui s'avance vers moi. Inutile pour le fantassin, pour le cavalier, pour l'artilleur, pour l'aviateur, pour le soldat, le sergent, le lieutenant, le capitaine, le commandant. Attention. J'allais dire le colonel. Oui, peut-être le colonel. Mais arrêtons-nous. Inutile pour tous ceux qui sont sous la meule.
pour la farine humaine. Utile pour qui alors? J'admire cette vie. L'État capitaliste s'en sert. La guerre n'est pas une catastrophe. C'est un moyen de gouvernement. L'État capitaliste ne connaît pas les hommes qui cherchent ce que nous appelons le bonheur. Les hommes dont le propre est d'être ce qu'ils sont. Les hommes en chair et en os. Il ne connaît qu'une matière première pour produire du capital. Pour produire du capital, il a à certains moments besoin de la guerre. Comme un menuisier a besoin d'un rabot, il se sert de la guerre. L'enfant, les yeux bleus, la mère, le père, la joie, le bonheur, l'amour, la paix, l'ombre des arbres, la fraîcheur du vent, la course sautelante des eaux. Ah, il ne connaît pas. Il ne reconnaît pas dans son état, dans ses lois, le droit de jouir des beautés du monde en liberté. Économiquement, il ne peut pas le reconnaître. Il n'a de loi que pour le sang et pour l'or. Dans l'État capitaliste, ceux qui jouissent ne jouissent que de sang et d'or. Ce qui fait dire par ses lois, ses professeurs, ses poètes accrédités, c'est qu'il y a le devoir de se sacrifier. Il faut que moi, toi, et les autres, nous nous sacrifions. À qui? L'État capitaliste nous cache gentiment le chemin de l'abattoir. Vous sacrifiez à la patrie, on n'ose déjà plus guère le dire, mais enfin à votre prochain, à vos enfants, aux générations futures, et ainsi de suite, de génération en génération. Qui donc mange les fruits de ce sacrifice à la fin? Ah, mon sacrifice? Mon sacrifice, il ne sert à rien qu'à faire vivre l'État capitaliste. Cet État capitaliste mérite-t-il mon sacrifice? Est-il doux, patient, aimable, humain, honnête? Est-il à la recherche du bonheur pour tous? Est-il emporté par son mouvement sidéral vers la bonté et la beauté? Et ne porte-t-il pas la guerre en lui, que comme la terre emporte son foyer central? Je ne pose pas les questions pour y répondre moi-même. Je les pose pour que chacun de vous là, y réponde en soi-même. Je préfère vivre. Oui, je préfère vivre. Je préfère vivre et tuer la guerre, et tuer l'État capitaliste. Je préfère m'occuper de mon propre bonheur. Je ne veux pas me sacrifier. Je n'ai besoin du sacrifice de personne. Je refuse de me sacrifier pour qui que ce soit. Je ne veux me sacrifier qu'à mon bonheur, bonheur des autres. Je refuse, oui, je refuse les conseils des gouvernants de l'État capitaliste, des professeurs de l'État capitaliste, des poètes, des philosophes de l'État capitaliste. Ne vous dérangez pas, hein. Non, non, je sais où c'est. Mon père et ma mère m'ont fait des bras, des jambes, une tête. C'est pour m'en servir. Et je vais m'en servir cette fois. Ainsi donc,
Ils t'ont pris ton petit un jour et tu l'as laissé partir parce que tu as pensé qu'ils étaient la force et que tu n'étais toi que la faiblesse. Tu t'es trompé. La force, c'est toi. Mais ils avaient fait le nécessaire pour que tu l'ignores. Par une parade savante, ils avaient ébloui tes yeux. Et tu t'es courbé devant l'illusion de leur puissance. Il est donc parti ton petit, celui que tu avais enfanté dans le déchirement de ta chair, celui que tu avais nourri de ton sang, celui que tu avais bercé avec tes rêves, tes chants, tes caresses. Ton petit, en un mot pour parler le langage des mères. Et de longs mois, tu as vécu la fièvre de l'attente, guettant anxieusement l'arrivée d'une lettre que tes mains avides recevaient en tremblant. As-tu souffert et pleuré et prié en songeant à ton petit? Sans cesse, ton imagination te le montrait aux prises avec le froid, avec la fatigue, avec la mort. Tu l'imaginais blessé et râlant sur le champ de bataille. Tu l'évoquais, agonisant sur un lit de souffrance ou dans une salle d'opération. Et l'appel désespéré de ses lèvres blêmes venait jusqu'à ton pauvre cœur saignant. Lorsque tu recevais une lettre, c'était une accalmie de quelques heures. Puis la torture revenait plus vive. Enfin, ce fut le silence. Plus de nouvelles. Affolé, tu fus au renseignement. On ne peut rien t'apprendre. Il ne figurait ni sur la liste des morts, ni sur celle des prisonniers. Enfin, un jour vint une lettre officielle qui t'avisa que, depuis telle date, ton enfant était disparu. Disparu. N'est-ce pas pire encore que la mort, cette rentrée dans le néant de ceux qu'on aime, cette impossibilité de ne rien savoir d'eux, d'ignorer même le coin de terre où ils sont ensevelis. Un conseil aux femmes. Quand vous aurez le désir d'avoir un fils, assurez-vous d'abord que votre compagnon pourra être nommé président de la République 20 ans plus tard. De cette façon, vous serez certaine de sauver votre enfant. D'abord, de la caserne, qui démoralise au moral et contamine au physique. Ensuite, des champs de bataille, si une bonne petite guerre venait à se déclarer. Voilà le bon film. Puisque le feu et la mitraille, puisque les fusils, les canons font dans le monde des entailles, couvents de morts, plaines et ballons, puisque les hommes sont des sauvages qui rient le Dieu fraternité, femmes debout, femmes à l'ouvrage, il faut sauver l'humanité. Refuse de peupler la terre, arrête ta fécondité, déclare la grève des mères, au bourreau, crie ta volonté, défends ta chair, défends ton sang, Abat la guerre et les tyrans. pour faire de ton fils un homme, tu as peiné pendant 20 ans, tandis que la guerre en assomme en 20 secondes des régiments. L'enfant qui fut, l'enfant qui fut ton espérance, l'être qui fut nourri de ton sein, meurt dans d'horribles souffrances, te laissant vieille souvent sans pain. Refuse de
ta chair, défends ton sang, avale la guerre et les tyrans. Est-ce que le ciel a des frontières? Ne couvre-t-il pas le monde entier? Pourquoi sur terre des barrières? Pourquoi d'éternels crucifiés? Le meurtre n'est pas une victoire, qui sème la mort est un maudit. Nous ne voulons plus pour votre gloire donner la chair de nos petits. Accuse de peupler la terre, arrête ta fécondité, déclare la grève des mères, au bourreau, crie ta volonté, défends ta chair, défends ton sang, avale la guerre et les tyrans. Adieu la vie, Adieu l'amour, Adieu toutes les femmes, c'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est Macron sur le plateau qu'on va laisser sa peau, car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. Il y avait toujours une trêve au petit matin. à l'heure où la terre sue sa fumée naturelle. La rosée brillait sur la capote des morts. Le vent de l'aube, léger et vert, s'en allait droit devant lui. Des bêtes d'eau pataugeaient au fond des trous d'obus. Des rats aux yeux rouges marchaient doucement le long de la tranchée. On avait enlevé de là-dessus toute la vie. Sauf celle des rats et des vers. Il n'y avait plus d'arbres et plus d'herbes. Plus de grands sillons. Et les coteaux n'étaient que des eaux de crête ou décharnées. Ça fumait doucement quand même du brouillard dans le matin. plus de canons. Assez de jours funèbres, assez de morts, assez d'égorgements, assez de cris poussés dans les ténèbres et de sanglots dans le cœur des mamans. On entendait passer le silence avec son petit crépitement électrique. Les morts avaient la figure dans la boue, ou bien ils émergeaient des trous paisibles, les mains posées sur le rebord, la tête couchée sur le bras. Les rats venaient les renifler. Ils sautaient d'un mort à l'autre. Ils choisissaient d'abord les jeunes sans barbe sur les joues. Ils reniflaient la joue, puis ils se mettaient en boule et ils commençaient à manger cette chair d'entre le nez et la bouche, puis le bord des lèvres, puis la pomme verte de la joue. De temps en temps, ils se passaient la pâte dans les moustaches pour se faire propre. Pour les yeux, il les sortait à petits coups de griffes et il léchait le trou des paupières, puis il mordait dans l'œil, comme dans un petit œuf. Et il le mâchait doucement, la bouche de côté en humant le jus. Assez de croix, montrant aux yeux qui pleurent l'immensité des grands charniers humains. Peuple meurtri, dont les beaux rêves meurent. Quand l'aube n'était pas encore bien débarrassée, les corbeaux arrivaient à larges coups d'ailes,
tranquille. Il cherchait le long des pistes et des chemins les gros chevaux renversés. À côté de ces chevaux, aux ventres éclatés comme des fleurs de caprier, des voitures et des canons culbutaient, mêlaient la ferraille et le pain, la viande de ravitaillement encore entortillée dans son pansement de gaz, et les baguettes jaunes de la poudre à canon. Les morts bougeaient. Les nerfs se tendaient dans la raideur des chairs pourries et un bras se levait lentement dans l'aube. Il restait là, dressant vers le ciel sa main noire, tout épanouie. Les ventres trop gonflés éclataient et l'homme se tordait dans la terre, tremblant de toutes ses ficelles relâchées. Il reprenait une parcelle de vie. Il ondulait des épaules, comme dans sa marche d'avant. Il ondulait des épaules, comme dans son habitude d'avant, quand sa femme le reconnaissait au milieu des autres, à sa façon de marcher. Et les rats s'en allaient de lui. Mais ça n'était plus son esprit de vie qui faisait onduler ses épaules, seulement la mécanique de la mort. Et au bout d'un peu, il retombait dans la boue. Alors, les rats revenaient. Plus de canons, assez de jours funèbres, assez de morts, assez d'égorgements. Coquelicot, dans la moisson prochaine, soyez tout seul à rougir les blés d'or. En même temps que le jour, montait des au-delà du désert le roulement sourd d'un grand charroi. C'étaient ces fleuves d'hommes, de chars, de canons, de camions, de charrettes qui clapotaient là-bas dans le creux des coteaux. Les grands chargements de viande, la nourriture de la terre. Mais le jour traînait longtemps avant de monter. D'abord de l'horizon déchiré, un liseré de lumière dépassé. Puis un feu pâle glissait entre les nuages, coulait comme de l'eau dans les détours des tranchées. C'était tout. Ça se diluait dans le vaste espace du ciel et de la terre et ça restait comme ça, couleur de vieille paille grise. C'était le jour. Vous pensiez que le monde avait assez de veuves et que les yeux des tout-petits avaient cherché les combattants partis avec des pleurs d'enfants sur leurs capotes neuves. Plus de canons. Assez de jours funèbres. Le lendemain de la bataille, on est venu carrer les fermiers. J'avance mes queues de bottes de paille dans le cul de la tomberie à fumier. Et nous de juments, un coup ételé, je suis parti rasant les bords. Des guérets blancs, des vignes gelées, pour aller relever les morts. La vieille jument grichait l'oreille et v'là-t-il pas tout en marchant. Je faisais enlever une volte de corneille, comme ça, juste au mi-temps de mon champ. Dans le champ qui était une luzernière, afin de mieux gîter un coup Dieu.
Je me couche dessus le fait d'une tétière et quoi que jouer, ah, nom de Dieu. Dans mon arpent des guérouettes, j'en avons ramassé troué avec pénètre. J'en avons ramassé troué de Moblo, un bavaroué. Troué pour bouc sur le devoir des mottes, est un allongé tout à plat. Endormis dans leur capote, par ce sapré matin de verglas. Ils étaient déjà raides comme une planche. Premier, j'avais retrouvé son bras. Grande laine rouge sur la manche, dans le champ à tienne au creux d'un rat. Quant au second, il était tout d'une pièce, mais une balle n'y avait brillé le front. Elle s'en vive de sa belle jeunesse, goulée par un méchant trou rond. C'était quand même un fameux drille, avec un de ces jolis museaux qui font comme ça reluquer les filles. Je l'en chargeais dans mon tombeau. Dans mon arpent des guérouettes, j'en avons ramassé troué avec pénètre. J'en avons ramassé troué de Moblo, un bavaroué. Troisième, avec son casque à chenilles, avait logé dans notre maison. Il avait toute une chienne de famille qui l'expliquait dans son jargon. Il faisait des aguignoches au drôle, il fabriquait des subventions. Ou ben, il guichait sur ses épaules, il n'aura pas revu ses petits. Là-bas dans un coin sans emblave, des gars avaient creusé le sol fouet. Pour ensiler des betteraves, je soutenu avec notre charrouet. Au fond d'une tranchée côte à côte, il y avait 300 morts détendus. J'en casais sur le tonne les traînautes, puis j'en tirais la tare dessus. Dans mon arpent de guérouette, j'en avons ramassé troué avec pénètre. J'en avons ramassé troué de Moblo, un bavaroué. Les jeunes qui n'avaient pas vu la guerre, buvons un coup, parlons plus de ça. Et que l'année qui vienne soit prospère pour le sillon et pour les sas. Rentrez des chartes et grappes vermeilles, d'luzarnes grasses et de francs épis. Mais ne faites jamais de récolte pareille. Ah, notre récolte est de 70. Dans mon arpent des guérouettes, j'en avons ramassé troué avec pénètre. J'en avons ramassé troué de Moblo, un bavaroué. C'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Mahon, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes sacrifiés. Pendant 30 ans, ton
père a fabriqué des fusils Lebel à la manufacture. Et maintenant qu'elle est finie, la guerre, le voici retraité. Il trouve encore à s'employer au champ, mais il est triste. Il pense à son fils mort. Il pense au temps où il t'aidait le soir à broyer tes couleurs, à tendre tes toiles. Au temps où le dimanche, au petit jour, vous partiez à la pêche ensemble. Et son métier aussi lui manque. Le voici dévêtu de la vieille habitude. Il n'aima pas en vain sa tâche tant d'années, mais comme il ne sait pas démêler ses regrets, ni penser au-delà de ses mains travailleuses. Cœur trop simple. Il confond dans la même tendresse son temps de père heureux et les jours sans reproche, où ses doigts ajustés d'innombrables fusils, semblables au fusil qui tua son enfant. Avril 1912, ma femme, mon amour. Un an s'est écoulé depuis ce mauvais jour où j'ai quitté ma terre. Je suis parti soldat, comme on dit maintenant. Je reviendrai te voir, d'abord de temps en temps, puis pour la vie entière. Je ne pourrai venir sans doute avant l'été. Les voyages sont longs quand on les fait à pied. As-tu sarclé la vigne? Ne va pas la laisser manger par les chardons. Le voisin prêtera son cheval aux moissons. Écris-moi quelques lignes. Hiver 1913, mon mari, mon amour, tu ne viens pas souvent, sans doute sont trop courts. Les congés qu'on te donne, et je sais que c'est dur, 50 lieues marchant pour passer la semaine à travailler au champ. Alors je te pardonne. Les vieux disent qu'ici, cet hiver sera froid. Je ne sens pas la force de couper du bois. J'ai demandé au père, il en a fait assez pour aller en avril. Mais penses-tu vraiment, toi qui es à la ville, que nous aurons la guerre? Août 1914, ma femme, mon amour. En automne au plus tard, je serai de retour pour fêter la victoire. Nous sommes les plus forts, coupez le blé sans moi. La vache a fait le veau, attend que je sois là pour le vendre à la foire. Le père se fait vieux, le père est fatigué. Je couperai le bois, prends soin de sa santé. Je vais changer d'adresse. N'écris plus, attends-moi, ma femme, mon amour. En automne au plus tard, je serai de retour pour fêter la tendresse. Hiver 1915,
Mon mari, mon amour, le temps était trop long, je suis allée au bourg, dans la vieille charrette. Le veau était trop vieux, alors je l'ai vendu, et j'ai vu le vieux Jacques et je lui ai rendu le reste de nos dettes. Nous n'avons plus un sou, le père ne marche plus, je me débrouillerai, je saurai de plus en plus être économe. Et quand tu rentreras diriger ta maison, si nous n'avons plus rien, du moins nous ne devrons plus d'argent à personne. Août 1916, ma femme, mon amour, tu es trop généreuse et tu voles au secours d'un voleur de misère. Bien plus riche que nous, donne-lui la moitié. Rendre ce que l'on doit, aujourd'hui c'est jeter l'argent au cimetière. On dit que tout cela pourrait durer longtemps, la guerre se ferait encore pour 2 ans, peut-être 3 ans même. Il faut nous préparer à passer tout ce temps, tu ne fais rien pour ça, je ne suis pas content. Ça ne fait rien, je t'aime. Ainsi s'est terminée cette tranche de vie, ainsi s'est terminé sur du papier jauni cet échange de lettres que j'avais découvert au détour d'un été sous les tuiles enfuies d'une maison fanée, au coin d'une fenêtre. Dites-moi donc pourquoi ça s'est fini si tôt, dites-moi donc pourquoi au village d'en haut, repassant en voiture, je n'ai pas regardé le monument aux morts de peur d'y retrouver d'un ami jeune encore, comme la signature. À Marseille, avril 1916, pour aider à la guerre et mourir dans la glaise, paysans de la Volga, ouvriers moscovites, nombreux furent livrés à la Russie tsariste, aux ordres du boucher, maréchal Palitzine, en rang pour l'abattoir, direction première ligne, avril 1916.
1916, c'est l'appel de Kiental, crions à la guerre et guerre au capital. Boucherie de 14-18, échanger contre les fusils. Combien vaut la peau? Combien vaut la peau? Combien vaut la peau d'un mouji? Combien vaut la peau? Combien vaut la peau? Combien vaut la peau d'un mouji? Printemps 1917. Dans les tranchées, les soldats russes se révoltent. Ils ne veulent plus tuer, ni être tués. Parqués au camp de la Courtine, ils se mutinent. 3 mois plus tard, ils sont réprimés. 10 heures le 16 septembre, l'assaut est décidé. Fin de l'ultimatum pour les chefs dégradés. D'un côté les canons, de l'autre la Marseillaise, chantée par les mutins, cernés dans la fournaise, dans un village creusois, tragique mois de septembre, où par milliers des hommes refusèrent de se rendre. 10 jours de canonnade, 800 obus tirés, l'on voudrait faire croire qu'il n'y eut que 9 tués. Pour Avoir refusé les ordres militaires, exiger de partir, se battre avec leurs frères. Combien de survivants, combien d'emprisonnés, combien sont revenus de longs travaux forcés. 100 ans nous séparent de ces révolutionnaires. Nous sommes aujourd'hui leur seul dépositaire. L'histoire des vies pincées, celle du pacifisme des peuples laborieux contre le capitalisme. Boucherie de 14-18, échanger contre des fusils. Combien vaut la peau? Combien vaut la peau? Combien vaut la peau d'un mouji? Combien vaut la peau? Combien vaut la peau? Combien vaut la peau d'un mouji? Combien vaut la peau? Combien vaut la peau? Combien vaut la peau d'un mouji? Combien vaut la peau? Combien vaut la peau? Combien vaut la peau d'un mouji? Stoici, 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 stoici.
Certes, vous n'êtes pas de ceux qu'on commémore. Vous n'avez pas vos noms aux monuments aux morts. Vous n'avez pas vos noms dans les livres d'histoire. Vous n'avez pas participé à la victoire. Il eût fallu tenter d'y laisser votre peau. Il eût fallu penser que l'amour du drapeau est plus fort, par devoir, plus sacré que la vie. Je crois savoir que ce n'était pas votre avis. Certes, vous n'êtes pas de ceux qu'on commémore. Vous n'avez rien laissé, ni membres, ni remords. Vous saviez que la vie seule, est sacrée. Que la patrie n'est qu'un vain mot, qui n'est concret que pour les marchands d'armes, caste universel, pour qui le paradis sur terre est en parcelle. Au champ du déshonneur, en votre âme et conscience, vous avez préféré la désobéissance. Certes, vous n'êtes pas de ceux qu'on commémore par les mêmes apparats qui les mènent à la mort, la même mascarade et la même musique, à croire que tous ces gens-là sont amnésiques. S'ils pouvaient réentendre les mots qui endorment et s'ils pouvaient revoir défiler l'uniforme, tous les morts se relèveraient comme un seul homme pour vous montrer l'autre face du décorum. Certes, vous n'êtes pas de ceux qu'on commémore, mais de ceux que certains auraient bien mis à mort, incarcérés dans un carcan de certitude qui forge leur cerveau au fer, aux servitudes en répondant « Présent !» Dès que claque un drapeau, ne sont-ils pas eux-mêmes les vrais collabos des pouvoirs, quels qu'ils soient, cerbères des frontières, qui tapissent de sang humain la terre entière? Vous n'étiez pas nombreux à rester sur la touche, par libre choix, lorsqu'ils tombaient comme des mouches. Car la patrie, avant d'être reconnaissante, est une diabolique machine puissante. Mais le sang de tous ceux qu'elle dit ses enfants ressemble comme deux gouttelettes de sang à celui prétendu impur de ceux d'en face, qui laissera pourtant au sol les mêmes traces. Certes, vous n'êtes pas de ceux qu'on commémore. Mais pour l'éternité, vos idées vous honorent. Vous n'êtes pas tombés, mais du fond du tombeau. Vous restez un exemple. Et votre geste est beau. Adieu toutes les femmes, c'est bien fini, c'est pour toujours, de cette guerre femme, c'est ma couronne sur le plateau, on va laisser sa peau, car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. Le spectacle que donne présentement le monde n'est pas fait pour assurer les amis de la paix. Jamais il n'a paru plus désuni et plus éloigné de l'union. Partout flambent les nationalismes, les chauvinismes, les racismes, les fanatismes. Partout règne en maître l'esprit de rivalité, la volonté de domination, la sauvagerie des soi-disant civilisés. A-t-on jamais le sentiment que les grands responsables de la planète, ceux qui tiennent entre leurs mains les vies de millions d'hommes, aient vraiment à cœur de rechercher l'entente avec l'opiniâtreté, la ferveur, la probité qui serait de mise? A-t-on jamais l'impression qu'ils soient décidés à faire à la grande, à l'inégalable cause de la paix les concessions qu'elle commande et le sacrifice même partiel de leurs préjugés, de leurs points d'honneur, de leur prestige, de leur intolérance? Est-ce que jamais l'on voit s'esquisser, même à titre d'essai, un geste qui soit sans arrière-pensée et clairement dicté
par la volonté de conciliation, un geste spirituellement désarmé, qui ne soit pas de tactique ou de propagande, qui ne vise pas à conquérir quelque avantage matériel ou moral, un geste gratuit enfin, qui ne soit teinté d'aucun impérialisme ou national ou idéologique. Comment ne comprennent-ils pas ces chefs d'État si avides de gloire future, si emplis d'orgueil, qu'on ne peut plus se grandir aujourd'hui que par l'épouvante qu'on inspire et que les seuls gestes historiques, ceux qui compteront dans la mémoire des peuples, seront des gestes d'apaisement, créateurs de sécurité et d'espérance. Et dans ce monde si dénué de fraternité, non seulement les bombes s'accumulent dans les arsenaux et sans cesse augmentent le nombre des pays possédant ou briguant le hideux standing atomique, mais encore la décision suprême assassine dépend d'une volonté unique. Et elle peut être prise par un seul homme, un seul, qui peut être un agité, un persécuté, un mégalomane, un névrosé, enfin, puisque jusqu'à nouvel ordre, on n'exige pas de ceux qui nous conduisent un certificat de psychiatrie. En un temps où la guerre n'est plus la guerre, mais peut-être le suicide de l'homme, où refuser la paix des vivants, c'est préparer la paix des tombeaux, ne comprenons-nous pas enfin qu'il y a mieux à faire sur notre petite boule qu'à échanger des défis et équilibrer les terreurs? Armer l'esprit de l'enfant pour que sa main n'ait plus à être armée. Oui. Voilà une belle formule. Oui. Débarrasser, purger les manuels scolaires de tout ce qui peut nourrir les funestes séparatismes. Épargner aux collégiens le sinistre récit des batailles. Se garder de leur détailler les beautés de la stratégie napoléonienne. Leur faire comprendre qu'un boucher sur un trône n'en est pas moins qu'un boucher. Et que les arcs de triomphe et les colonnes Vendôme ne sont que des reliques d'une proche barbarie. Oui, les initiés aux découvertes scientifiques et au progrès de la justice, plus qu'au progrès meurtrier. Les pénétrer de cette notion qu'aucune guerre n'est belle, qu'aucune victoire n'est glorieuse, puisque les Tédéums se chantent sur les charniers. Leur enseigner dès le plus jeune âge qu'aucun peuple ne vaut plus qu'un autre, qu'aucune race n'est supérieure à une autre, qu'aucune patrie ne s'est au cours des temps noblement conduite plus qu'une autre. Leur montrer qu'il n'est pas d'histoire nationale, qui ne soit un tissu de férocité et de félonie. Bannir des programmes tout ce qui peut contribuer à mettre dans l'esprit des jeunes un sentiment de primauté nationale en quelque domaine que ce soit, matériel, spirituel, moral. Un de mes amis, professeur d'histoire, me citait naguère le mot d'un écolier qui venait de recevoir son livre d'histoire. « J'ai reçu mon livre de guerre. » Eh bien, nous ne voulons plus que les livres d'histoire soient des livres de guerre. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, nous avons prévu de finir ce spectacle par une chanson dont le texte va vous être distribué à l'instant, qui est un texte pacifiste, qui est la Marseillaise s'appelant la fraternelle, donc avec des paroles d'humanisme et de fraternité. Cette Marseillaise, d'ailleurs, qui a été réécrite à la fin du XIXe siècle en Russie, comme une chanson contre l'oppression et contre le tsarisme. Cette Marseillaise, rappelons-le, qui fut chantée par les mutins à la Courtine le 16 septembre 1917, quand les premiers obus s'abattaient sur eux. Et enfin, cette Marseillaise
que jouèrent les soldats noirs de Harlem quand ils débarquèrent en France le 1er janvier 1918 au port de Brest et qu'ils jouèrent en jazz, et c'est là que les Français découvrirent le jazz. Alors cette Marseillaise que nous appellerons nous ce soir la Fraternelle, écrite par Jean-Yves Lecar, un poète pacifiste que nous aimons beaucoup, nous allons l'interpréter avec vous, mais nous allons l'interpréter sur un rythme à 3 temps pour lui conférer toute l'humanité et l'harmonie qui convient à la paix. Sans nulle haine, notre paix dans le monde entier, notre choix d'une paix prochaine, dans l'entente et dans l'amitié, dans l'entente et dans l'amitié. Entendez-vous dans les campagnes rire et chanter tous les enfants, dont les sourires triomphants sont autant d'espérance qu'on gagne, sans âme citoyen, dans la conciliation. Chantons, chantons, et que nos voix répandent la raison. N'avons-nous pas dans notre histoire versé suffisamment de sang? N'avons-nous pas dans nos mémoires l'image de ces innocents, l'image de ces innocents qui pour des causes qu'ils ignorent pleurent sous la pierre à jamais? Par respect pour eux, s'il vous plaît, déclarons la paix qui nous honore. Sans armes, il y a moyen de vivre à l'unisson. Chantons, chantons, et notre voix ouvrir à l'horizon. Dès aujourd'hui, dans les écoles, enseignons la fraternité. Trouvons de nouvelles paroles à nos hymnes de liberté, à nos hymnes de liberté. Que l'histoire de nos ancêtres créera de nouveaux combats. Au contraire, unissons nos bras pour qu'un rêve commun puisse naître. Sans armes, tout va bien. Le monde tourneront. Chantons, chantons, pour que l'on voit naître enfin la raison. Sans armes, tout va bien. Le monde tourneront. Chantons, chantons, pour que l'on voit naître enfin la raison. Les passeurs d'espoir. Voilà une petite troupe qui s'est constituée pour créer ce spectacle. Donc il n'est pas dit que finalement on n'existera pas pour en créer d'autres. C'est bien parti. Si ça vous a touché, si ça vous a plu, ça vous dit quelque chose à l'heure où notre président de la République vient de proposer sur une scène internationale d'envoyer des soldats en Ukraine. À l'heure où nous parlons, nous on chante ça et on est bien à chanter ça et on va bien, on va mieux à chanter ça quand même.
Corinne? Oui. Jean-Paul? Mireille? Et Loïc. Alors, cette Marseillaise, cette fraternelle, eh bien, vous voyez, quand il y a le mouvement des Gilets jaunes, j'ai pris ma plume, j'ai recopié ce texte, je l'ai envoyé à ceux qui organisaient les Gilets jaunes pour leur dire faites une proposition que ça devienne l'hymne de notre pays. Ça, ces paroles, celles-là, et que demain on fasse chanter ça aux enfants dans les écoles. Et à 3 ans, qu'est-ce que c'est bien quand même, vous avez vu ce que c'est devenu quand même. Le monde tourne C'est fou hein, de finir par une Marseillaise comme ça quand même. On peut faire Debout, les damnés de la terre! debout les forçats de la faim. La raison tend dans son cratère C'est l'irruption de demain. de la fin, du passé, Faisons fou l'esclave, debout, debout, le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tout. Il n'est pas de sauveur suprême, ni Dieu, ni César, ni tribun. Producteurs, sauvons-nous nous-mêmes, décrétons le salut commun. Pour que le voleur rende gorge, pour tirer l'esprit du cachot, soufflons nous-mêmes notre forge, battons le fer tant qu'il est chaud. L'État comprime et la loi triche, l'impôt saigne le malheureux. Nul devoir ne s'impose aux riches, le droit du pauvre est un mot creux. C'est assez, languir anti-telle. L'égalité veut d'autres lois, pas de droit sans devoir, dit-elle. Égaux, pas de devoir sans droit. Les rois de la minoterie, hideux dans leur apothéose, les rois de la mine et du rail n'ont-ils jamais fait autre chose que dévaliser le travail dans les coffres forts de la bande? Ce qu'il a créé s'est fondu, en décrétant qu'on le lui rende, le peuple ne veut que son dû. Les rois, nous saoulés de fumée, paix entre nous, guerre aux tyrans, appliquons la grève aux armées, crosse en l'air et rompons les rangs. S'ils s'obstinent, ces cannibales, à faire de nous des héros, ils sauront bientôt que nos balles sont pour nos propres généraux. Ouvriers paysans, nous sommes le grand parti des travailleurs. La terre n'appartient qu'aux hommes, loisifira loger ailleurs. Combien de nos chairs se repaissent, mais si les vols encore les vautours, un de ces matins disparaissent, le soleil brillera toujours. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. Un jour, je jouais avec mon accordéon, je jouais dans plein d'endroits possibles, imaginables, et donc là, j'étais dans un buffet de gare. Et donc, j'avais travaillé la partition qui est une très belle d'un point de vue musical de la Marseillaise dans l'après-midi. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Le soir, j'avais ça en tête, je ne sais pas pourquoi. Je me dis, je joue la Marseillaise, juste la mélodie. Je joue la Marseillaise. Puis dans la foulée, quand même, parce que ça me gonflait un peu, je chante un air national. Et là, il y a une dame qui vient me voir. Les larmes aux yeux. Elle me dit, oh là là, mais vous ne savez pas le plaisir que vous venez de me faire. Je ne savais pas ce qu'elle allait me dire. Et elle me dit, parce que figurez-vous, moi je suis de Marseille, et quand j'étais jeune, à Marseille, toute fête publique, de n'importe quelle nature, on commençait par la Marseillaise, tout le monde attendait, ça voulait dire, c'était le signal de l'ouverture de la fête.
Et juste après l'international, et là la fête commençait. Elle m'a dit c'est ça que vous avez ravivé, et je ne connaissais pas cette chose-là, et je vous la raconte ce soir. Donc la fête commence maintenant.